Le sol est dur sous les pieds. L'air de janvier mord les visages avec une constance qui n'a rien de saisonnier, rien d'ordinaire. En 1709, l'hiver qui s'est abattu sur la France n'est pas un hiver comme les autres. Les températures sont descendues si bas, si rapidement, que les rivières ont gelé jusqu'au fond, que les arbres ont éclaté sous la pression du gel, que les semences enfouies dans la terre ont péri avant de pouvoir germer. Paris, la plus grande ville d'Europe occidentale, avec ses 500 000 habitants entassés dans ses ruelles, ses faubourgs et ses quartiers anciens, entre dans une période que ceux qui la traversent ne trouveront pas de mots pour décrire pendant longtemps. Ce n'est pas une histoire de bataille, ni de discours royaux. C'est l'histoire de ce qui se passe quand une ville aussi dense, aussi complexe, aussi dépendante de ses approvisionnements quotidiens, se retrouve coupée de l'essentiel. C'est l'histoire des boulangers qui ouvrent leurs volets le matin sans savoir s'ils auront de quoi pétrir. Des femmes qui font la queue avant l'aube devant des portes encore fermées. Des enfants qui apprennent, très vite, à ne pas demander ce qu'il n'y a pas. Paris en 1709 est une ville qui connaît déjà la misère ordinaire. La majorité de sa population vit dans des conditions que le siècle suivant peinerait à imaginer. Les quartiers du centre, autour de la rue Saint-Denis, de la rue Saint-Martin, du faubourg Saint-Antoine, sont des enchevêtrements de maisons à 4 ou 5 étages, dont les façades se touchent presque au niveau des toits, laissant entre elles des ruelles si étroites que 2 charrettes ne peuvent s'y croiser. La lumière du jour n'atteint les niveaux inférieurs qu'à certaines heures, par certaines saisons. Le reste du temps, on vit dans une pénombre qui n'est pas tout à fait l'obscurité, mais qui n'est pas non plus la lumière franche. Les habitants de ces immeubles partagent les étages selon une hiérarchie verticale que tout le monde connaît, sans qu'elle soit jamais écrite nulle part. Les commerçants et artisans occupent le rez-de-chaussée et le premier étage, proches de leur travail, de leur boutique, de leur atelier. Plus on monte, plus les loyers diminuent, plus les pièces rétrécissent. Les derniers étages, sous les toits, sont occupés par les journaliers, les domestiques sans place fixe, les couturières, les porteurs d'eau, tous ceux dont le revenu quotidien dépend du travail de la veille et ne garantit rien pour le lendemain. Ce sont ces étages-là qui, en 1709, se vident les premiers de leur chaleur. Les toits mal isolés laissent passer le froid de cet hiver exceptionnel avec une facilité brutale. Le bois est la première chose qui manque. Avant même le pain, c'est le bois qui structure la vie quotidienne en hiver. Parce que sans feu, il n'y a pas de chaleur, pas de cuisson, pas d'eau chaude pour les nourrissons, pas de moyen de réchauffer les membres engourdis avant de repartir travailler. Le bois arrive à Paris par la Seine et par les routes du Nord et de l'Est. En janvier 1709, la Seine est gelée. Les routes sont impraticables. Les stocks constitués à l'automne s'épuisent dans quelques semaines dans les foyers les plus modestes, qui n'ont jamais les moyens d'anticiper sur plus de quelques jours. Les marchands de bois établis sur les quais de la rive droite voient leur prix monter chaque matin. Ce n'est pas une décision concertée, pas un calcul cynique visible depuis l'extérieur. C'est la mécanique simple de la rareté. Quand la marchandise diminue et que la demande reste la même, le prix s'ajuste. Pour les familles d'artisans qui gagnent 20 ou 25 sols par jour, le prix du bois en janvier 1709 représente une part de leurs revenus qui ne laisse plus grand-chose pour le reste. Les boulangers de Paris sont, en temps normal, des figures centrales de la vie quotidienne de chaque quartier. Leur travail commence la nuit, entre minuit et 2 heures du matin, quand ils allument leur four pour que le pain soit prêt à l'ouverture. La clientèle commence à se former devant les portes bien avant le lever du jour, surtout dans les quartiers populaires, où l'on n'a pas les moyens de stocker ni d'acheter en grande quantité. On achète chaque jour ce qu'on mangera ce jour-là. Cette habitude, qui semble fragile vue de l'extérieur, fonctionne en temps ordinaire parce que le pain est toujours là. En 1709, il n'est plus toujours là. La récolte de 1708 avait déjà été médiocre. Les greniers n'étaient pas pleins. Quand l'hiver a détruit ce qui restait dans les champs, quand le gel a bloqué les moulins et interrompu la mouture, la chaîne qui va du blé à la miche s'est rompue en plusieurs endroits simultanément. Les boulangers qui ont encore de la farine la rationnent. Certains allongent la pâte avec d'autres farines, de fèves, de seigle, de ce qu'ils trouvent. Le pain qui sort de ces fours est plus lourd, plus dense, moins digeste, mais il nourrit. D'autres boulangers ferment simplement leurs portes les jours où ils n'ont plus rien à vendre. Devant ces portes fermées, les files d'attente ne se dissolvent pas. Elles attendent. Des femmes principalement,
parce que c'est à elles qu'incombe dans ces milieux le soin de nourrir la famille, de trouver ce qu'il faut, de gérer l'impossibilité avec les moyens du possible. Elles arrivent avant l'aube avec leur coiffe et leur tablier, leur panier sous le bras, leurs pièces comptées dans la main. Quand la porte s'ouvre enfin, la vente va vite. Ce qui reste après les premières transactions ne suffit pas pour tout le monde. Celles qui arrivent en dernier repartent les mains vides. Cette scène se reproduit chaque matin dans des dizaines de rues de Paris. Elle n'est pas dramatique au sens théâtral du terme. Elle est simplement répétée, quotidienne, épuisante dans sa régularité. Les femmes qui font ces queues connaissent leurs voisines de file. Elles savent qui a des enfants en bas âge, qui a un mari malade, qui a perdu son travail depuis la fermeture de tel atelier. La conversation dans ces files n'est pas documentée, mais elle existe, faite de chiffres, de prix, de nouvelles sur les distributions, de rumeurs sur les arrivages attendus. Les autorités de la ville ne sont pas inactives. Le lieutenant général de police, dont le rôle comprend la surveillance des approvisionnements de Paris, organise des distributions de pain aux points stratégiques de la ville. Les paroisses mettent en place des soupes distribuées aux plus démunis. Les couvents ouvrent leurs portes à certaines heures pour donner à manger à ceux qui se présentent. Ces dispositifs existent, fonctionnent partiellement, atteignent une partie de ceux qui en ont besoin. Mais Paris, en 1709, compte aussi une population flottante, mobile, difficile à recenser. Des journaliers venus des provinces chercher du travail et qui ne sont rattachés à aucune paroisse, à aucun réseau de solidarité établi. Des familles qui ont quitté les campagnes environnantes quand les réserves ont manqué et qui arrivent à Paris sans adresse fixe, sans connaissance du terrain, sans savoir où se présenter pour obtenir de l'aide. Ils dorment dans les couloirs des immeubles, sous les ponts quand le gel le permet encore, dans les coins les moins exposés qu'ils trouvent. Les hôtels-dieux et les hôpitaux de la ville reçoivent un afflux de malades qui dépasse leur capacité habituelle. La famine n'affaiblit pas seulement les corps directement. Elle les rend vulnérables aux maladies qui circulent de toute façon dans une ville aussi densément peuplée. Les fièvres, les dysenteries, les pneumonies qui auraient été surmontées par un corps correctement nourri deviennent mortelles pour des organismes déjà à la limite. Les chirurgiens et les religieuses qui stent les salles de l'Hôtel-Dieu voient arriver des gens qui ne sont pas malades au sens clinique du terme, mais qui sont simplement épuisés, vidés, incapables de continuer. La vie des artisans parisiens en 1709 illustre une tension particulière. Ce sont des gens qui ont un métier, une adresse, un statut dans leur quartier. Ils ne sont pas les plus démunis, mais ils ne disposent d'aucune réserve qui leur permette d'absorber un choc prolongé. Un cordonnier du faubourg Saint-Antoine travaille pour des clients qui eux-mêmes manquent d'argent. Une couturière du Marais voit ses commandes se réduire parce que ceux qui la font travailler réduisent leurs dépenses. Le tisserand, le chapelier, le fabricant de bas, tous dépendent d'une demande qui se contracte au même rythme que les revenus de leurs clients. Le travail continue pourtant, dans la mesure du possible. Les ateliers ouvrent le matin, les apprentis prennent leur place aux établis, les compagnons reprennent les pièces commencées la veille. La discipline du métier, les habitudes du quotidien, la nécessité de finir une commande même réduite, continuent de structurer les journées. Le travail est aussi ce qui maintient une forme d'ordre interne dans des existences qui, sur d'autres aspects, sont devenues imprévisibles. Les rues de Paris en hiver 1709 sont différentes de ce qu'elles sont en temps ordinaire. La circulation habituelle, le brouhaha des marchands ambulants, le bruit des charrettes sur les pavés, le mouvement constant des porteurs, des domestiques, des écoliers, tout cela est là, mais atténué. Le froid extrême du mois de janvier a gardé des gens chez eux qui en temps normal auraient été dehors. Les marchés se tiennent, mais avec moins de vendeurs, moins de variétés, des étals moins fournis. Les marchés de la Halle, au centre de la ville, sont le point névralgique de l'approvisionnement parisien. C'est là que convergent en temps normal les producteurs des environs, les grossistes, les détaillants, les cuisiniers des grandes maisons. En 1709, les environs ne produisent plus grand-chose. Les maraîchers des villages autour de Paris n'ont rien à apporter. Les éleveurs ont perdu des bêtes dans le gel. Ce qui arrive à la Halle vient de plus loin, coûte plus cher à transporter, et se retrouve donc vendu à des prix qui excluent mécaniquement une partie des acheteurs habituels. Les revendeurs qui achètent à la Halle pour revendre dans les quartiers périphériques font des calculs serrés.
Certains renoncent à certains produits qu'ils ne peuvent plus revendre à un prix que leurs clients accepteraient. D'autres maintiennent leur activité en réduisant leurs marges, ce qui signifie qu'ils survivent eux-mêmes à peine. La chaîne alimentaire de la ville fonctionne encore, mais elle fonctionne sous tension, avec des maillons qui peuvent céder à tout moment. Les enfants des milieux populaires en 1709 ont une présence particulière dans les rues. Beaucoup d'entre eux travaillent déjà dès 7 ou 8 ans, comme apprentis, comme aides dans les ateliers familiaux, comme porteurs de messages ou de marchandises légères. En période de crise, certains sont envoyés dans les rues pour chercher ce qu'ils peuvent trouver, du bois tombé d'une charrette, des épluchures jetées devant une cuisine, de la nourriture distribuée à une porte de couvent. Ce n'est pas de la mendicité organisée. C'est l'adaptation spontanée d'une économie familiale au bord de la rupture. Les couvents et monastères de Paris jouent un rôle logistique réel pendant cette période. Leur organisation interne, leurs réserves, leur réseau de dons et de legs leur permettent de maintenir des distributions qui, sans résoudre le problème, atténuent ces effets pour ceux qui vivent à proximité ou qui connaissent le fonctionnement de ces institutions. Les Sœurs de la Charité, présentes dans plusieurs quartiers, organisent des tournées auprès des familles connues pour être en difficulté. Elles portent de la soupe, du pain quand elles en ont, parfois simplement leur présence dans des logements où personne d'autre ne vient. Les journées en février commencent à changer. Le froid reste intense, mais les jours allongent légèrement. Cette modification de la lumière n'a pas d'effet immédiat sur les approvisionnements, mais elle change quelque chose dans la manière dont les gens circulent, dont ils organisent leur temps. On sort un peu plus tôt, on reste dehors un peu plus longtemps l'après-midi avant que la nuit tombe et que le froid reprenne ses droits. Les artisans qui ont maintenu leur activité évaluent leur stock de matières premières. Un sellier du quartier Saint-Germain calcule le cuir qu'il lui reste. Un imprimeur du quartier latin compte ses rames de papier. Pas pour faire un bilan au sens commercial du terme, mais parce que dans un contexte d'approvisionnement incertain, savoir ce qu'on a est la première condition pour planifier ce qu'on va faire. Les tavernes et cabarets des faubourgs restent ouverts, parce que le vin est encore disponible, parce que ces établissements sont aussi des lieux d'information et d'échange, parce que les hommes qui y viennent cherchent autre chose que de la boisson. Ils viennent entendre des nouvelles, comparer ce qu'ils savent, apprendre si la situation dans tel quartier est différente, si un arrivage est annoncé, si telle paroisse distribue demain. L'information circule dans ces espaces avec une efficacité que rien d'officiel ne peut reproduire. Mars arrive, et avec lui un changement progressif de la situation. Le dégel commence, d'abord timidement, puis avec plus de constance. La Seine recommence à couler. Les moulins tournent à nouveau. Les routes se dégagent progressivement. Les convois de grains qui avaient été bloqués en province reprennent leur route vers Paris. Le premier arrivage de farine après des semaines d'attente ne résout pas tout immédiatement, mais il change quelque chose dans la ville. Les boulangers qui avaient fermé leurs volets rouvrent. Les files d'attente devant les fours ne disparaissent pas d'un coup, parce que la demande accumulée est immense, mais elle bouge. Les gens repartent avec quelque chose. Cette différence, modeste selon tout critère extérieur, est ressentie différemment dans les cuisines des étages supérieurs des immeubles du faubourg Saint-Antoine. Le bois recommence à arriver sur les quais. Le prix commence à baisser, lentement, parce que les stocks mettent du temps à se reconstituer, parce que les marchands qui ont maintenu leurs prix élevés ne les réduisent pas spontanément. Mais la tendance change. Dans les logements des journaliers, on peut à nouveau faire un feu le soir sans calculer si cela laissera assez de bois pour le lendemain matin. Le printemps de 1709 pose une autre question, différente mais également grave. Les semences qui devaient être plantées ont péri dans le gel de l'hiver. Les paysans des environs de Paris manquent de grains pour ensemencer leurs champs. Sans ensemencement, il n'y a pas de récolte à l'automne, et l'hiver prochain recommencera avec les mêmes greniers vides. Les autorités royales interviennent pour organiser des distributions de semences, pour prêter du grain à certaines communautés paysannes. Ces interventions sont inégales, insuffisantes dans de nombreux cas, mais elles existent. À Paris même, le printemps ramène une activité progressive dans les rues. Les marchés se regarnissent avec les premières herbes et légumes de la saison. Les salades, les radis, les premières fèves qui n'exigent pas de longs cycles de culture, ces produits simples réapparaissent sur les étals.
Pour les familles qui ont traversé l'hiver avec le minimum, ces produits représentent une diversification bienvenue après des mois de régime réduit aux céréales et aux légumes secs. Les ateliers reprennent un rythme plus régulier. Les commandes recommencent à circuler. Les commerçants qui avaient suspendu certaines dépenses recommencent à acheter. Cette reprise est prudente, hésitante. Les mémoires sont courtes pour ce qui concerne les habitudes, mais longues pour ce qui concerne les crises. Les artisans et les commerçants de Paris en 1709 ont appris quelque chose sur la fragilité des systèmes qui semblaient stables. La ville n'est pas transformée dans ses structures. Les mêmes ruelles existent, les mêmes hiérarchies d'étages, les mêmes métiers, les mêmes marchés. Ce qui a changé, c'est quelque chose de moins visible. Quelque chose qui concerne la manière dont les gens parlent entre eux de ce qu'ils ont vécu, la manière dont les mères expliquent à leurs enfants pourquoi on ne gaspille pas le pain, la manière dont les artisans tiennent désormais un stock minimal de certaines matières premières. Paris en 1709 n'est pas un cas isolé dans l'histoire des grandes villes européennes. Les crises de subsistance qui frappent périodiquement ces concentrations humaines suivent des logiques similaires, liées à la dépendance des villes vis-à-vis des campagnes environnantes, à la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement face aux aléas climatiques, à l'absence de tout mécanisme permettant de lisser les chocs sur plusieurs saisons. Ce que 1709 révèle, c'est à quel point une ville de cette taille, avec toute son organisation, toute sa diversité de métiers et de ressources, reste fondamentalement dépendante d'un cycle agricole qui échappe à son contrôle. Les noms des gens qui ont attendu devant les boulangeries fermées, qui ont porté leurs enfants à l'Hôtel-Dieu, qui ont calculé chaque matin ce qu'il restait de bois pour la journée, ne sont pas consignés dans les archives. Ce sont des existences qui ont laissé peu de traces directes. Mais les actes notariaux, les registres paroissiaux, les comptes des hôpitaux, les rapports des commissaires de police gardent les contours de ce que leur vie était, les métiers exercés, les adresses, les dettes contractées, les naissances et les morts. À travers ces fragments, la réalité de cet hiver se reconstitue non pas comme une catastrophe abstraite, mais comme une série d'ajustements quotidiens faits par des gens ordinaires, dans des circonstances extraordinaires.